On pense souvent que les empires meurent. Leurs villes tombent en ruine, leurs légions disparaissent, et voilà, c'est une page dans un livre d'histoire. C'est le schéma classique, oui. Mais certains sont plus tenaces. Ils laissent une empreinte, presque un fantôme, qui continue de façonner des civilisations entières des siècles après leur chute. Et c'est vraiment le cas de l'Empire byzantin. Tout à fait. Constantinople tombe en 1453, mais l'histoire est loin d'être terminée. Exactement. L'influence est toujours là, sous nos yeux. De l'alphabet utilisé en Russie à l'architecture des églises dans les Balkans. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'une politique d'influence culturelle incroyablement sophistiquée. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, on a justement plongé dans une série de documents, des articles, des extraits d'ouvrages académiques pour essayer de comprendre comment cet empire mort a pu, en quelque sorte, continuer à tirer les ficelles en Europe de l'Est. On va explorer ce que les historiens appellent le Commonwealth byzantin. Alors pour bien comprendre, il faut vraiment saisir une idée centrale. Pour les Byzantins, leur empire, ce n'était pas juste un pays parmi d'autres. C'était la reproduction sur Terre du royaume des cieux. Ah oui, rien que ça. Un empire universel, destiné à englober tous les peuples sous la seule vraie foi, l'orthodoxie. Et cette vision du monde, c'est la clé de tout. Alors commençons par ça, par cette idée de Commonwealth byzantin. Le terme a été popularisé par un historien, Dimitri Obolensky. Si je résume, il ne parle pas d'un empire conquis par les armes, Non, pas du tout. mais d'une immense zone d'influence Grèce, Bulgarie, Serbie, Russie, liée à Byzance par une foi et une culture commune. Une sorte de soft power avant l'heure, quoi. C'est exactement ça. Une communauté de nations souveraines, mais qui reconnaissent le prestige de l'empereur à Constantinople. Mais, et c'est un point crucial que des historiens plus récents soulignent, Il y a un mais. oui, il y a un mais. Le modèle d'Obolensky peut parfois donner l'impression d'une simple imitation. Comme si Constantinople était le centre et que la périphérie ne faisait que copier passivement. La réalité était un dialogue beaucoup plus conflictuel. Ah, donc ce n'était pas un club de fans de Byzance. Pas vraiment, non. Prenez le premier empire bulgare au IXe siècle. Le tsar Siméon Ier, par exemple. Lui, il ne se contentait pas d'imiter Byzance. Il voulait la remplacer. Exactement. Il se voyait comme son égal, voire son successeur. Il a pris le titre d'empereur des Bulgares et des Romains. Un défi direct à Constantinople. Il adoptait la culture byzantine pour mieux la retourner contre Byzance. L'influence était en fait une compétition. D'accord, c'est beaucoup plus subtil. Alors, comment cette influence, même contestée, s'est-elle propagée concrètement? Les sources insistent énormément sur l'histoire de deux frères, Cyril et Méthode. Oui, au IXe siècle. C'est une histoire incroyable. Ces deux frères, des érudits de Thessalonique, sont envoyés en Grande Moravie, vers la République tchèque actuelle, pour évangéliser les Slaves. Et là, ils vont avoir un coup de génie stratégique. Ils ne vont pas faire comme tout le monde. Non, à l'ouest, l'Église de Rome impose le latin. Eux, ils font l'inverse. Ils comprennent qu'il faut parler aux gens dans leur propre langue. Sauf qu'à l'époque, les langues slaves n'ont pas d'écriture. Précisément. Alors, ils en inventent une. Ils créent l'alphabet glagolitique, l'ancêtre du cyrillique. Il faut s'imaginer la scène, hein. Ils arrivent face à des prêtres francs qui ne jurent que par l'hébreu, le grec et le latin, et eux disent un. Non, Dieu peut aussi être prié en slave. C'était explosif. Parce qu'en faisant ça, ce n'est pas juste la foi qu'ils transmettent. Ben non. Ils donnent aux Slaves les outils pour créer leur propre culture écrite, leur propre littérature. C'est un cadeau immense. Un cadeau, oui, mais un cadeau byzantin. En traduisant la Bible, la liturgie et les lois, ils ancrent tout le monde slave naissant dans l'orbite de Constantinople. Ils créent une civilisation slave orthodoxe bien distincte du monde catholique latin. Ça a littéralement dessiné la carte culturelle de l'Europe. On a donc l'écriture qui façonne l'esprit, mais il y a aussi ce qui façonne le regard, l'art, l'architecture. Quand on voit une église orthodoxe, même sans rien y connaître, on sait qu'on n'est pas dans une cathédrale gothique. Les coupoles, les icônes, c'est une signature. Absolument. Et cette signature est née à Byzance. Le modèle, c'est Sainte-Sophie, bien sûr. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cet art n'est jamais juste décoratif. Il est théologique. Chaque image, chaque fresque est une Bible en images. Prenons un exemple, les mosaïques de Ravenne, en Italie. On y voit l'empereur Justinien. Est-ce que c'est juste de l'art ou est-ce qu'on est déjà dans la propagande pure et dure? Ah, on est en plein dedans. Ravenne venait d'être reconquise. Ces mosaïques sont un acte de pouvoir.
Elles disent « l'empereur est ici même quand il n'est pas là ». C'est son territoire. D'accord. Justinien et sa femme Théodora sont montrés en train d'apporter les offrandes. Ils se placent comme les intermédiaires entre Dieu et le peuple. Et ce message, on le retrouve partout. Au sommet de la coupole, le Christ Pantocrator, le maître de l'univers, qui ressemble beaucoup à un empereur céleste. C'est un ordre politique et cosmique. Et ce modèle se diffuse dans tout le Commonwealth. Partout. Que vous soyez dans un monastère serbe du XIIIe ou une église russe du XVe, vous retrouvez la même grammaire visuelle. Ça crée une identité commune. Et même les objets, comme l'icône de la Vierge de Vladimir. Peinte à Constantinople, elle est emmenée en russe de Kiev et devient le symbole protecteur de la nation russe. L'art est indissociable du pouvoir. Donc on a l'écriture, l'art, mais pour qu'un modèle s'impose vraiment, il faut bien qu'il touche au pouvoir et à la loi, non? Disent guide l'Empire. Ils adoptent des titres comme tsar, qui vient de César, et des cérémoniaux de cour. Mais l'influence la plus profonde, c'est le droit. C'est là qu'intervient le nomocanon dont parlent les sources. Oui. Au XIIIe siècle, Saint Sava, le fondateur de l'Église orthodoxe serbe, traduit un immense recueil de droits byzantins. Et ce n'est pas juste un texte religieux, hein. Ah non! Ça régissait tout, le mariage, l'héritage, le droit pénal pour le clergé. En l'adoptant comme base de la loi serbe, Sava a implanté la vision byzantine de la société au cœur même de l'État. Et ce texte a ensuite circulé en Bulgarie et en Russie. C'est vertigineux. L'alphabet, l'art, le droit, le modèle du pouvoir, tout est connecté. Ce qui nous amène à un tournant. 1453. Constantinople tombe, l'Empire n'existe plus. On pourrait se dire, fin du match. Oui, on pourrait. Mais en fait, quelqu'un a ramassé le ballon. Et ce quelqu'un, c'est Moscou. Exactement. L'empire physique est mort, mais l'idée impériale, elle, est bien vivante. Et c'est là qu'émerge le concept de Moscou, troisième Rome. La logique est simple. La première Rome est tombée, la deuxième, Constantinople, est tombée sous les coups des Ottomans. Il ne reste plus que Moscou pour porter le flambeau de la vraie foi. Et ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est vraiment théorisé. Totalement. Au début du XVIe siècle, un moine Philoté de Pskov l'écrit noir sur blanc au grand prince. La formule est célèbre. 2 Roms sont tombés, la 3e se dresse, et il n'y en aura pas de 4e. C'est une déclaration très forte. C'est une déclaration à la fois politique et eschatologique, liée à la fin des temps. Moscou, dernier rempart de la chrétienté. Les sources insistent aussi sur des gestes très concrets, comme le mariage du grand prince Ivan III avec Sophie Paléologue, la nièce du dernier empereur byzantin. C'est un peu facile comme manœuvre, non? C'est un coup de com' où les gens y croyaient vraiment? C'est une excellente question. Au début, c'est très certainement un calcul politique d'Ivan III. En épousant l'héritière de Byzance, il s'approprie son prestige. Il adopte l'aigle à 2 têtes, c'est une façon de se hisser au niveau des autres monarques européens. D'accord. Mais ce qui commence comme un acte politique va peu à peu infuser dans la conscience collective. Ça devient un mythe fondateur. Et le point culminant, c'est en 1547, quand son petit-fils, Ivan IV, Ivan le Terrible, est le premier à se faire couronner tsar. Il ne se dit plus grand prince, mais empereur. La revendication est totale. Donc la Russie ne se contente pas d'hériter de la religion. Elle revendique l'intégralité de la mission impériale et spirituelle de Byzance. Précisément. Et cette idéologie de la troisième Rome a des conséquences énormes et durables. Elle justifie une sorte de messianisme russe, et la Russie a la mission sacrée de protéger et de rassembler tous les peuples orthodoxes. Ce sentiment d'une destinée particulière a traversé les siècles, même sous des formes différentes à l'époque soviétique. Si on résume, l'influence de Byzance, c'est bien plus qu'une collection de ruines. C'est un héritage vivant, une sorte de code source culturel qui continue de tourner aujourd'hui dans l'alphabet, la religion, l'art et même les idéologies politiques de l'Europe de l'Est. Tout à fait. On observe souvent une ligne de fracture culturelle en Europe qui sépare un Ouest catholique et protestant d'un Est orthodoxe qui a suivi une autre trajectoire. Les sources qu'on a vues aujourd'hui rappellent que cette division ne date pas du rideau de fer. Ces racines sont bien plus profondes. Elles plongent en plein Moyen-Âge et elles ont été tracées en grande partie par les limites de ce Commonwealth byzantin. Et la vraie question que ça nous pose, c'est est-ce que cette fracture n'est qu'une relique du passé ou est-ce que l'ombre de cette autre Rome continue de dicter encore aujourd'hui certaines des tensions géopolitiques qu'on observe à l'Est ?